Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Aujourd'hui, on va s'attaquer non seulement à deux coffrets, plus une pochette de un DVD. Alors tout d'abord, les trois coffrets, c'est trois coffrets de 6, enfin trois chacune, vous avez compris l'idée. Et forcément, c'est, on va dire l'un des catcheurs auxquels je n'avais pas dans ma collection de, de mes DVD de catch. De toute façon, il y en a aussi, hein. Il y en a, mais vu comment un jour ou l'autre je ferai un minimum de place, notamment acheter de nouvelles étagères s'il y a déménagement, si c'est possible, parce que là pour l'instant je ne peux pas, on va dire, prévoir si ce sera le cas ou non. Mais bon, vous avez compris l'idée, je ne peux pas, on va dire, trop m'y attarder, si ce n'est je vais vous montrer ce que je possède bien sûr, et auquel on va en parler en review. Voilà. Alors, c'est les coffrets sur Ultimate Warrior et le DVD. Alors, je vais retirer ça pour éviter qu'il me gêne. Donc voilà. Et j'ai retiré directement, on va dire, la fiche de la jaquette. Parce que je trouvais que si jamais je perdais du temps, je traînerais du temps inutilement pour rien. Donc voilà. Et désolé si le soleil tape parce que on risquerait de pas trop avoir. Mais bon, vous avez compris l'idée. Et on va s'attaquer au premier coffret, enfin premier DVD, excusez-moi. Donc The Self of the Destruction of Ultimate Warrior. Donc l'autodestruction du guerrier ultime. En un seul DVD. Alors pour être honnête, même si c'est juste, je vais répondre avec du troll, mais je vais quand même le faire voilà, parce que j'en ai envie. Dans ce DVD, on parle que du bien de Ultimate Warrior, on parle de ses exploits bien accomplis, on parle d'un homme qui est ultra respecté par ses pairs, vraiment quelqu'un d'irréprochable. Non, je déconne, c'est que du lol ce que je dis. Non, en vérité, ce DVD en question parle vraiment du côté un peu malhonnête de Ultimate Warrior, quelqu'un d'assez dégradant, quelqu'un en vérité qui n'est pas très très net et que il serait très détestable et un peu méprisé par ses collègues. Voilà comment il est dit dans ce DVD. Mais bon, je vous fais le petit aperçu. Et les matchs en question auxquels j'en ai déjà parlé. Et merde, j'ai oublié de citer les notes globales, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'après cela, je ferai une coupure, mais on va y revenir. Le CD, voilà, vous avez compris. Et la fiche que j'ai fait moi-même, enfin, la notice papier. Alors, dans le reportage, oh, excusez-moi. Alors, documentaire, enfin, reportage. Birth of the Dingo Warrior. Alors, le nom du Dingo Warrior, bien sûr, c'est pendant les années auxquelles il débutait en solo. Un coup qui n'était plus avec Sting. Et que lorsque McMahon a entendu parler du nom Dingo Warrior, il trouvait que c'était pas un nom auquel ça pourrait être faisable, selon lui. Et auquel on est tous d'accord. Certes, c'est peut-être, il y a un début à tout, hein. Il y a un début à tout en termes de nom, mais c'est vrai qu'on reconnaît que Dingo Warrior, c'est pas, on va dire, le nom le plus mieux faisable. Jusqu'à Ultimate Warrior, où là, c'est plus accrocheur. Un personnage haut en couleur, très musclé, très rapide, qui sort tout droit d'un cartoon ou ou allez, même limite d'un film ultra kitsch auquel, auquel il a des super pouvoirs bah, on va dire, très puissants, vu comment sa seule puissance c'est sa force physique. Bon, après, Entrainly, ses entraînements, Hercule Hernandez.
The Weasel et The Part Knuckles, enfin Knuckles. Alors, tout ce qu'on sait dans ce reportage, il y a quand même des petites anecdotes auxquelles je vais peut-être en dire. Il faut savoir que la WWE voulait faire justement un documentaire sur lui, mettant quelques matchs au passage de parlant bien en positif et pas en négatif. Mais faut dire que ce dernier, il était tellement amer envers la VVE qu'il a décidé de refuser et que il avait même tenté à plusieurs reprises une entrainte à la justice envers la WWE et Vince McMahon. Et du coup, vu comment il ne voulait pas, on va dire, trouver un terrain d'entente avec la WWE a décidé de faire justement un documentaire où on va se moquer de lui, on va le descendre, on va le ridiculiser, vu comment on parle de ses exploits dans le catch, en disant que c'est pas un très bon lutteur, que c'est vraiment quelqu'un pas digne de confiance à catcher sur un ring avec quelqu'un, je parle par exemple d'un Bret Hart, et, euh, et voilà comment on pourrait trop forcément en dire, mais que voilà. Après, est-ce que c'est des faits prouvés, oui ou non? Moi, je dirais un petit peu oui, mais je n'ai pas la bonne réponse à cela. Et aussi, on juge la plupart de ces promos en disant que c'est vraiment des promos auxquels ça n'a ni queue ni tête. Tout ce qu'il disait, ça n'avait aucun sens, si ce n'est que faire sa promo d'un guerrier complètement barjot, avide de puissance, et que voilà, ça fait, on va dire, des petits trucs qui sortent un peu de leur contexte. Et bon, après, en termes de dangerosité sur le ring, c'est pas le premier, c'est pas non plus le dernier, hein. Et que on parle aussi le fait qu'il était homophobe, raciste, et j'en passe des trucs auxquels il a fait, et que c'est peut-être même une dinguerie. Il y a même Bret Hart qui avait fait un livre, pas sur le Warrior, mais pour lui-même, auquel il explique une anecdote à propos du Warrior de son vivant, justement, en disant que lorsqu'il y avait l'association Make-A-Wish, et que un fan, forcément qui était fan du Warrior, voulait le voir juste pour des dédicaces, des photos, et etc. Ce dernier disait qu'il arrivait dans très bientôt, et finalement il n'est jamais venu vers cet enfant en question. Quelque part, oui, ça fait quand même un peu une mauvaise image de la personne, hein. Donc il y a de quoi aussi de montrer à quel point il est détestable. Bon, après, ça montre aussi une personnalité assez inédite du Warrior, hein, pour être honnête. Donc le championnat intercontinental, quand il a remporté le titre intercontinental, quand Stock Rise, The Unique Interview, donc l'interview unique, The Ravishing Recruit, André Géant, Hulk Hogan, WrestleMania 6, justement, avec voilà, Ultimate Warrior World Heavyweight Champion, donc le titre intercontinental et le titre de la WWE, The Macho King ou Macho Man Randy Savage. Mais bon, moi je dis The King Macho Man Randy Savage pour le coup, et ça ne regarde que moi. Sergeant Slaughter, SummerSlam 1991 ou 91 si vous préférez. Pour la controverse, j'ai oublié de ce que c'était la controverse, mais je sais que je l'ai regardé il y a 2 jours, et que je j'ai un petit peu oublié malheureusement. A Second Chance, donc une seconde chance, différent avec Ultimate Warrior. Ultimate Warrior est un second retour, mais à la WCW, ou pas encore? Ah non, c'est à la WWE, pardonnez-moi. Je crois que c'est ça. The Name Change, donc nom change. Ultimate Warrior, retour encore une fois. The Law Suite à la WCW, World Championship Wrestling. WCW Halloween Havoc, auquel il a affronté Hogan. Ultimate Warrior Live WCW, donc il quitte la WCW. Et l'héritage du Warrior.
Ça aussi, il faudrait que j'en dise plus de trucs si jamais j'arrivais en là. Mais là, ben, je passe à un entrevue. Les matchs, je peux passer après quand j'aurai fini l'autre documentaire à citer. Alors, Jerry de King Lawler parle de l'histoire ben, avec Ultimate Warrior, enfin, de ce qu'il a entretenu à Memphis. Ensuite, The Warrior University. Ouais, bah, un projet assez ambitieux auquel il voulait avoir en tête. Ensuite, Christian impersonate The Ultimate Warrior. Donc, en gros, il imite Ultimate Warrior dans sa gestion de comment il fait ses promos. Comme par exemple, il a l'habitude parfois de, quand il est en rivalité avec Hulk Hogan, de citer son nom comme bah, Hulk Hogan à WrestleMania 6, on va s'affronter pour avoir l'unique occasion d'être bah, l'élu pour un Ultimate Challenge. Donc en gros, ben, Christian, ben, vu comment il est limite du tonnerre Ultimate Warrior, surtout en faisant ce fameux, je sais pas si je le fais très bien, mais ce fameux cri de radiement comme ouais, ce fameux truc, on dirait un peu comme un lion enragé ou plutôt, je dirais plutôt un cochon énervé. Vu comment ça fait, ça fait cet effet-là. Mais après, faut dire que Ultimate Warrior, il adore faire ce genre de cri de ralliement pour montrer à quel point il a une puissance terriblement incomparable à celle des autres. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, Milander Laman, Ted DiBiase Senior parle de l'histoire avec l'autographe signature par Ultimate Warrior lui-même, à ce qui paraît. Et c'est la fin, même si on va passer au match. Mais d'abord, passons à l'autre reportage de Always Believe. Parce que dans Ultimate Collection, il n'y a que des matchs. Mais bon. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop, s'il vous plaît. Juste pour info, quoi. Et dans le DVD 3, je parlerai aussi bah, des promos. Alors, dans le DVD 1, un message de Dana Warrior, toujours y croire, Beginning, donc son arrivée, The Blade Runners, avec justement avec Steve Borden, donc Steve Borden qui est Sting, et auquel au début c'était juste deux catcheurs, donc Sting et Ultimate Warrior, donc Jim Elwing, comme des catcheurs ultra musclés, ultra bodybuildés, et que ils avaient aussi commencé sur un autre nom, Freedom Fighter, je crois, ce qu'ils disaient, et ensuite en tant que Blade Runners, auquel ben, Steve Borden, Sting, se faisait appeler Flash Borden, et Jim Elwing, ou James Elwing, comme on peut appeler ben, Ultimate Warrior, ou Dingo Warrior, ça dépend lequel on doit le prononcer, lui s'appelait Rock Elwing, si je ne dis pas de conneries. Et là, bien sûr, on parle de Dingo Warrior, auquel ils ont mis le petit extrait de Self of Destruction qui était sorti en 2005, qu'ils ont ajouté la trame dans ce mini-reportage. Ensuite, Ultimate Warrior qui était plutôt accrocheur, SummerSlam 88, Competing for the Spot, WrestleMania 6 avec Hulk Hogan, ça on connaît bien sûr la suite. Who's Next à WrestleMania 8. Non, WrestleMania 7. Je crois que c'est son affrontement avec Macho Man ou Macho King Randy Savage. SummerSlam 91 ou 91 si vous préférez. Back in the Spotlight, pardon. The Ultimate Love, donc voilà, des trucs totalement assez lunaires à prononcer. Et je me rappelle que dans ce reportage, il arrivait dans les bureaux à passer le coucou à ses anciens collègues et même à des personnes auxquelles il vient de croiser, comme la nouvelle génération et des personnes comme ils sont déjà établis. Voilà. Donc je sais qu'il a des bonnes retrouvailles
que ce soit avec Hulk Hogan, Jake Roberts, et à ce qui paraît, à ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est clair ou justement c'est moi qui dis des conneries, mais à ce qui paraît, Jake Roberts, il avait une certaine haine contre Hellwing, donc le Warrior, qui voulait l'attaquer, qui voulait le faire payer pour ses multiples couillonnages. Je sais pas si c'est vrai ou c'est moi qui raconte des conneries, mais j'avais l'impression presque que c'est ça, quoi. Ah bon, j'en suis pas toujours sûr, hein. Et bien sûr, on le voit arriver dans le bureau de Vince, et auquel j'ai remarqué qu'il y avait un un petit bloc-notes sur la tête de CM Punk pour montrer à quel point CM Punk ne fait plus partie de la WWE. Alors, on le floute, on le met quelque chose sur sa tête comme s'il n'existait pas dans la fiche du Royal Rumble 2014. Donc ça, c'est à cette période auquel Punk était également très aigri envers la WWE. Et après, on voit notamment arriver dans le bureau de Triple H, comme Vince McMahon, auquel il se réconcilie, même avec Triple H, bref, toute la famille McMahon au complet. Donc voilà, WCW, auquel il a eu un run très catastrophique, il faut pas se mentir. Son run n'était pas la meilleure là-bas. Ensuite, il parle du DVD Self of Destruction, donc l'autodestruction du Warrior, auquel il disait que ça lui a fait beaucoup de mal et que tout ce qui a été dit sur lui dans ce reportage était complètement faux et que les personnes qui avaient participé dans ce reportage disaient uniquement des méchancetés pour faire passer le Warrior pour le plus gros des connards et que voilà, il n'y croit pas un seul instant à ce qu'ils peuvent raconter et que c'est à cet instant-là auquel il avait décidé d'être très en colère, de porter plainte contre la WWE pour ce reportage et et que ça l'avait profondément entre guillemets blessé. Si c'est des vérités qui sortent, c'est forcément vrai. Mais bon, quelqu'un qui a un melon et qui veut à tout prix se défendre, on en connaît des dizaines, hein, et des dizaines même. Mais bon, ça tout a été dit, même si Bruce Pritchard ne mâchait pas forcément ses mots sur Ultimate Warrior, et que ça pouvait se ressentir, comme la plupart de ses collègues d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, One Warrior Nation, donc la nation une seule du Warrior. The Journey Home, donc on va dire son parcours, voilà. Le Hall of Fame, Back Home, retour à la maison. Euh, saleté. Ah, il faut bloquer, il faut bloquer. Apologie, Incredible Weekend, le 8 avril 2014. Optering of Support Nati, donc je pense que ça parle de Natalia. Les futures divas, donc je pense que ça parle de l'une de ses filles de Ultimate Warrior. Je crois que c'est l'aînée, je pense. Et qu'il faut savoir, c'est que ce reportage, parce que je ne l'ai pas dit au début, il faut savoir que dans ce reportage, bien sûr, Dana Warrior, donc la femme du regretté Ultimate Warrior, ouvre l'ouverture du DVD. Mais heureusement pour la WWE qu'ils avaient enregistré les paroles et dernière entrevue avec Ultimate Warrior pour un peu mémoriser son reportage comme il se devait. Et que là, c'est un bon reportage auquel on ne dit pas que du mal de lui. Vu comment c'est ce qu'il voulait. Et il le voulait, il a obtenu. Et jusqu'à ce que le jour où ça arrive, euh, pendant le lendemain de... Enfin, je crois que c'est le lendemain de Raw auquel il effectue pour sa première et une dernière promo depuis son retour, auquel il va décéder suite d'une crise cardiaque. Et ce qui est choquant, c'est qu'il avait quand même 54 ans.
Oui, il avait 54 ans et il disparaît comme ça à cause d'une crise cardiaque ou peut-être qu'il avait une maladie. Et nous, ce qui me semblait fou à la télévision, parce que je me rappelais que je regardais vraiment uniquement la télévision et pas Internet, eh bien je me disais, c'est fou comment on vient de voir un homme qui a effectué une promo et que hop, le lundi suivant, eh bien on montre à quel point il n'est plus parmi nous et qu'il est décédé. Et ça me semblait irréel quoi, ça me semblait vraiment irréel. Et qu'on l'a pas vu venir celui-là. Celui-là, on n'a pas vu venir cette nouvelle. Et ce qui est un peu troublant à suivre, je trouve. Ensuite, No Great Tribute, Final Letters et The Spirit of Ultimate Warrior Will Run Forever. Donc, il... quelque part, il vivra à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits en tant que fan de catch. Et voilà comment c'est ses dernières paroles, entre guillemets, quand il a fait sa promo. Ensuite, dans le DVD 3, parce que oui, il faut que je passe à ceux qui prennent un peu trop de temps. Les promos, oui. Et la promo, c'est de WCCW, donc la World Class Championship Wrestling, lors du 19 septembre 1986, où Bill Mercer, ou Bill Mercier, je crois, on dirait presque un frère éloigné de Marc Mercier. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Auquel il interview Ultimate Warrior, qui se faisait appeler Dingo Warrior. Ensuite, à Superstars, lors du 27 février 1988, Nightmare are the best of a part of my day. Donc ça, encore une promo mythique du Warrior. Wrestling Challenge de WWE, le 13 mars 1988. I Live for Anger Frustration. Encore de Wrestling Challenge, mais du 5 juin 1988. Normal People, donc le peuple normal. 25 juin 1988, auquel I Won't Let You Down. 16 juillet à Superstars 1988, Legend When I Built Overnight, pardon, Overnight. Ouais, 3 septembre, Craig de George interviews New Intercontinental Champion, donc l'annonceur veut faire une interview avec le Warrior pour avoir remporté le titre intercontinental. All American Wrestling en septembre, enfin 18 septembre quoi. You Can Feel It. Voilà, Wrestling Challenge Johnny, enfin janvier 29 janvier quoi, en 1989. Totally Out of Control. Wrestling Challenge May, enfin en mai 90, enfin 89, c'était le 28. I Test Like All the Others. 15 juillet 1989, Will Shell Conquer the Giant. Alors si je me trompe pas, il y avait des promos auxquels c'était mythique, notamment justement quand il défiait Hulk Hogan, André le Géant, avec Macho Man Randy Savage également. Et d'autres passages auxquels c'était au Brother Love Show, avec comme personnalité Bruce Pritchards. Oui, un des scénaristes, je crois que c'est un des scénaristes ou des producteurs de la WWE, je pense. Et auquel il avait une gimmick, quelqu'un qui adore l'amour, quoi. On dit ça comme ça, quoi. Ensuite, 13 août 1989, pardonnez-moi. Minjin Ockerland interview Ultimate Warrior pour SummerSlam. 9 septembre 1989 à Superstar également. 8 Wonder of the World. Le 5 novembre 1989, Minjin Ockerland interview Ultimate Warrior. 13 janvier 1990 ou 90 avec Brother Love, Desire of Discussing, enfin, ils discutent du Royal Rumble. Ensuite, Aspect to You, Hulk Hogan. Donc ça, c'est fameux
promo auquel il avait l'habitude de faire face à Hulk Hogan. The New WWE Champion, donc c'est quand il devient un nouveau champion de la WWE. Ensuite, encore discussion envers SummerSlam avec Brother Love. En 21 juillet, quoi. Et l'autre, c'est 23 juin, 14 avril. Confiance Space, 12 août voilà, 1990. Leaving Nothing Behind. Pardonnez-moi. 26 août. Useless Dream. 8 septembre. The Brother Love. White Queen Sherry Martel, auquel elle essaie de faire des petits avances au Warrior, auquel il répond avec un gros non. Ça, je me rappelais dans ce Royal Rumbles, je crois, auquel j'avais déjà cité également. Donc voilà, ça a été tout dit là-dessus, même si on poursuit avec Sister Love, donc sœur d'amour. Commander in the Chief, donc il y a celui du 13 octobre et du 23 décembre. Ensuite, le 30 décembre, You Ultimate Destruction, donc la destruction ultime. 5 janvier 1991. Total Surrender. Abandon total, je crois. 13 janvier 1991. The Smell of the Defeat, donc l'odeur de la défaite. Saleté de fil. Alors, 19 janvier 1991, Minja Knockerland fait une interview à Queen Sherry Martel et Warrior il se pointe également. I Am the Witness, donc le 9 février 1991. 16 février 1991, I Said Seed in the Head. 23 février, You Have Found the Madness, donc bien sûr avec Macho Man. 9 mars 1991, Don't Look Back. Le 10 mars 1991, One More Step in the Destiny. 17 mars 1991, A Better Like No Other. Le 4 mai 1991, No Way Out Back. Pardonnez-moi. Donc 11 avril 1992, c'est Then Well Shall First. 18 avril 1992, These Are My Warriors. 23 mai, bien sûr, c'est au moment auquel Papa Shango balance une malédiction sur l'Ultimate Warrior, et auquel on voyait que le Warrior n'était pas forcément très très bien. Ensuite, Only Desperate Men Act White Impotence. Il y a aussi, je crois, un moment auquel l'Undertaker piège l'Ultimate Warrior et qu'il enferme dans un cercueil et que les officiels galéraient à l'ouvrir, je crois. Il me semble, mais je pense que c'est cela, entre guillemets. Ensuite, Ultimate Maniacs Are Born. Ultimate Maniacs Are Out of Control. Donc bien sûr un de 19 septembre 1992 et 7 novembre 1992. Ensuite un Monday Nitro, le 20 août 1998. One Warrior Nation, auquel il défiait la NWO. Encore du côté de Nitro, 21 septembre 1998. Running to the Rebirth. Et pour le Hall of Fame, c'est assez long, mais auquel il a été intronisé au Hall of Fame. Et pour la promo, peut-être que je pourrais les faire à la fin des matchs, si je le veux. Ok ? Donc maintenant, passons au match. Cette fois-ci, je vais un peu couper et régler la donne. Donc voilà, je repoursuis parce que là j'ai dû citer les notes globales de ce que j'ai pu faire auparavant avec les matchs de Ultimate Warrior. Hormis un qui n'était pas présent dans tous les cas, donc je parle bien sûr de Ultimate Warrior contre Terry Gibbs,
et que c'est victoire du Warrior, et qui s'était déroulé à WWF WWE Wrestling Challenge le 10 du 24 1987. Donc le 24 du 10, on va dire c'est comme ça. Ensuite, match pour le titre intercontinental remporté par le Warrior en battant Oki Tonkman, qui s'est déroulé au SummerSlam 88, si je dis pas de conneries. Donc, ouais, le 8 du 29. Ensuite, pour l'ultime challenge auquel le gagnant prend tout, pour le titre intercontinental et la WWE, auquel il bat Hulk Hogan à WrestleMania 6, le 1er du 4 1990 ou 90 si vous préférez. Ensuite, il affronte The Ravishing Riku dans un match en cage pour le titre de la WWE au SummerSlam du 17 du 8 1990. Voilà. Et là, il affronte The Macho King, Randy Savage, ou Macho Man, ou ouais, The King Macho Man Randy Savage, voilà, on va appeler ça comme ça, auquel il affronte au WrestleMania 7, le 24 du 3 1991. Alors, pour la note globale, celui avec Terry Gibbs, c'est 2,40. Ensuite, face à Oki Tonkman, c'est 3,5. Contre Hulk Hogan, 3,40. Pareil pour Ravishing Recruit. Et pareil pour avec Randy Savage. Donc voilà tout. Oui, je sais, j'ai fait n'importe quoi avec les notes globales, mais bon, c'était les notes d'avant et auxquelles je peux rien y revenir. Maintenant, on passe à Ultimate Collection. Donc, ce Ultimate Warrior Ultimate Collection. Et c'était pendant, on va dire, son retour avec des zooms positifs avec la WWE, auquel ils ont décidé de faire un best-of de ses meilleurs affrontements. Pourtant, je peux vous dire de tout cœur, dans ce coffret et dans l'autre, il y a quand même un petit peu des matchs pourris. Je vais pas vous mentir, hein, mais j'ai pas envie trop m'éterniser trop dessus. Là, bien sûr, on parle Warrior is Back, Thing the Wrestling, donc ses débuts dans le catch, auquel il faisait équipe justement avec Sting dans les Blade Runners Freedom Fighters, on va dire ça comme ça, auquel ils battent Perry Jackson et Sean O'Reilly à la UWF, qui s'est déroulé le 11 avril 1986, ses premiers pas à la WCCW. Tout d'abord, le match là en question, c'est un 3. Ensuite, là, sous le pseudonyme de Dingo Warrior, auquel il affronte The Gentleman Chris Adams, donc c'est celui qui avait formé Stone Cold Steve Austin et entraîné également, lors de WCCW, donc World Class Championship Wrestling du 8 août 1986. Alors, ce match-là, c'est victoire du Warrior et que c'est un 3,10. Voilà. Arrival in WWE, donc son arrivée à la WWE, auquel a Wrestling Challenge qui s'est déroulé le 7 novembre 1987, auquel il affronte Barry Horowitz, auquel il le bat facilement, et c'est 2,60. Là, il affronte Steve Lombardi, donc à Superstars, le 14 novembre 1987. Alors, Steve Lombardi, si je ne me trompe pas, c'est The Brooklyn Brawler. Donc, le bagarreur de Brooklyn, qui est un peu un genre de bagarreur, un peu jobber, si je peux me permettre. Donc, je crois que c'est lui. Donc, alors... Lombardi, di. Et c'est aussi un 2,60. Là, Getting Noticed, donc auquel il affronte le roi Harley Race lors de Boston Garden le 5 mars 1988. Oui, je dis le bas parce que je le vois arriver la victoire du Warrior. C'est un 3,5. Et là, maintenant, Upgrading Warrior. Donc bien sûr, tout ce que je viens de lire, ça c'est, on va dire à chaque reprise, il parle de petites anecdotes entre chaque match. Donc ça permet de mieux, entre guillemets, suivre. Donc voilà. Auquel bien sûr il affronte Bobby de Brain Inan à Los Angeles Sport Arena le 15 juillet 1988.
Oui, je dis le bas parce qu'il l'a battu de toute façon, c'est un 2,80. Voilà, voilà. Ensuite, un champion intercontinental auquel il affronte Tonkman, auquel j'ai pas besoin de vous le citer. Ensuite, pour la revanche, qui s'est déroulée à Philadelphie Spectrum le 17 décembre 1988. Et c'est victoire du Warrior. Et que c'est un 3,50 cette fois-ci. Donc voilà tout. Par contre, excusez-moi, je dois encore couper parce que ça fait encore du bruit. Bon, je repoursuis, j'espère que ça va se calmer. The Macho Man. Alors là, il en parle de The Macho Man, le Warrior, et auquel il a affronté justement titre contre titre. Je crois que c'était titre intercontinental et titre WWE, je pense, au Boston Garden du 11 février 1989. Et si j'arrive à le trouver, je crois que c'est victoire de Macho Man par décompte extérieur, et que c'est un 3,50, mais auquel, de toute façon, les titres n'étaient pas en jeu, si je dis bien la vérité. Ensuite, c'est un play ravishing, donc simplement ravissant. Auquel il affronte The Ravishing Recruit pour le titre intercontinental au SummerSlam du 28 août 1989. Euh, Celui-là, je sais pas si je l'ai noté. Enfin, si, mais je crois un petit... Non, qu'est-ce que je raconte Attendez, faudrait que je vérifie pour éviter que je me trompe, parce qu'il m'arrive parfois de me tromper si c'est la bonne note globale que j'ai, parce que parfois ça m'arrive de confondre les notes. Donc excusez-moi à nouveau. Voilà, je reviens. Eh bien, ça va être peut-être décevant, mais j'ai mis exactement la même note globale que l'autre match quand il était champion de la WWE. 3,40 et auquel c'est victoire du Warrior et qui conserve son titre intercontinental. En tout cas, ce qui est dit ou ce qui est fait. Là, maintenant, il affronte Bob Bradley, donc Building Momentum, donc le fameux Momentum auquel ça a été déroulé à Primetime Wrestling, donc le 18 septembre 1989, toujours du côté WWF. Bien sûr, il bat Bradley, et que c'est un 2,80. Là, il affronte encore à Primetime Wrestling, mais du 25 décembre 1989, Brian Costello, et auquel 2,50. 2,50. Ultimate Warrior confronte André le Géant pendant la promo lors du Brother Love Show à Superstar du 29 juillet 89. Enfin, 29 juillet. Ah ouais, il mélange les dates en plus. Mais ouais, je veux pas trop en dire plus, si ce n'est que Memoir of André, donc la mémoire pour André le Géant, auquel ils sont affrontés au Madison Square Garden de New York le 28 octobre 1989 pour le titre intercontinental. Et ce match-là, c'est un 3 et auquel, certes, les gens étaient dedans parce que c'était la puissance du Warrior qui parlait, mais sinon, c'était pas, on va dire, le plus grand match de l'année. Hein. Faut pas être con pour le savoir d'une traite d'Iota. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, Ultimate Warrior qui affronte André Géant une nouvelle fois, mais pour le titre intercontinental. Pour le match, bien sûr, voilà. Au Saturday Night Main Event, le 25 novembre 1989. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être la première fois que je viens de voir le match entre ces deux-là dans un Saturday Night Main Event. J'en suis pas sûr, mais soyons fous, quoi. Je lui ai mis un 3,20, donc mieux que leur premier affrontement. Parce que la première affrontement qu'ils ont eu entre les deux, c'était très rapide et auquel le Warrior a un peu squashé le géant. Donc voilà tout. Maintenant, je passe au deuxième DVD. Euh, Leading to Toronto, donc celui de Toronto. Crash de plane, crash d'avion. Ça, je pense que c'est une promo
auquel s'était déroulé à Wrestling Challenge le 10 mars 1990. Et là, il affronte Mr. Perfect Kurt Hennig pour le titre intercontinental au Madison Square Garden du 19 mars 1990, auquel c'est un 3,60. J'avais plutôt bien adoré ce match-là. Running to the ring, courir vers le ring, auquel il affronte Hulk Hogan à WrestleMania 6, mais ça, on le sait, vu comment c'était déroulé le 1er avril 1999, auquel j'ai déjà cité. Responsabilité d'un champion, eh bien là, il affronte The Million Dollar Man, Ted DiBiase Sr. Pour le titre de la WWE au Tokyo Dome au Japon, donc le 13 avril 1990. Et ça, c'est un match assez rare, hein, surtout au Japon. Pourtant, c'est victoire de Ultimate Warrior, mais par disqualification. Je vous l'ai peut-être pas dit. Attends, je sais pas si je dis bon dans ce que je dis. Non, non, c'est victoire du Warrior sans disqualification. Excusez-moi, c'est parce qu'il y avait encore un autre match, et du coup j'ai confondu. Donc, c'est victoire du Warrior qui bat encore enfin, ses adversaires fétiches, on va dire ça, entre guillemets. Là maintenant, il affronte encore Rick Rude pour le titre de la WWE au Saturday Night Main Event, le 28 juillet. Et là, c'est victoire par disqualification. Et que c'est un 3,50. Et pareil avec DiBiase, c'est 3,50, auquel j'ai plutôt bien adoré. Donc voilà tout. Là maintenant, il affronte encore DiBiase pour le titre WWE au Main Event, The Main Event comme ils appellent, le 3 novembre 1990. Allez. Pareil, victoire par disqualification et c'est un 3,5 quoi. Auquel je suis pas forcément fan. Là maintenant, il affronte le sergent Slaughter pour le titre lors de Huntsville, Alabama, lors du 7 janvier 1991. Et c'est victoire de Ultimate Warrior car il réussit à battre le sergent. Et auquel, voilà, c'est 3,20. DVD 3 cette fois-ci. Nouvelle direction. Où il affronte Macho Man Randy Savage, ou Macho King, lors d'un match en cage à Madison Square Garden, le 21 janvier 1991. Alors, où est-ce que t'es, toi? C'est victoire du Warrior et qui s'échappe de la cage, donc 3,70 ou 70. J'avais plutôt bien adoré. Là, il affronte... Là, c'est pendant le Ultimate Warrior and the Brother Love Career au Superstar du 2 mars 1991, No Limitation, donc là où il affronte encore Macho King, mais à WrestleMania, mais ça je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait. Into the Darkness, donc Ultimate Warrior qui avec Paul Bearer, pardonnez-moi, pas Paul Heyman. Oh là là, faudrait que je regarde un peu mieux Claire, hein, quel con je suis. Donc Paul Bearer, auquel on insiste à ses funérailles du Warrior, et je crois que c'est là. Parce que peut-être que j'ai dit une connerie dans l'autre phase de la vidéo, mais je crois que c'est cela. Donc, funérailles, paroles. Là, il affronte Undertaker lors de Maple Leaf Garden le 2 juin 1991. Je crois que c'était au Canada. Et c'est un 3,5. Ouais, c'est un 3,5. Voilà. Ensuite, Minji Nuckerland interview Ultimate Warrior avec Macho Man Randy Savage, auquel il va former à eux deux The Ultimate Madness, Ultimate Maniacs, ou peut-être ça, Ultimate Maniacs, Reading of the Edge at the Laughing Bolt à Superstar 14 novembre 1992, donc c'est une promo. Là, il fait équipe avec Macho Man Randy Savage contre The Money Inc., donc The Million Dollar Man Ted DiBiase Senior, et ARRS, donc Irwin Elchester, pardonnez-moi, bien sûr connu sous le nom de Mike Rotundo ou Mike Rotunda. Pour les titres par équipe,
lors du Saturday Night Main Event 14 novembre 1992, et auquel c'est victoire du Warrior et du Macho Man. Ouais, je crois que c'est ça. Air Establish, Faster Than Chitan, donc à Raw le 11 mars 1986. Et ensuite, il affronte à WrestleMania 12 Hunter Hearst Helmsley, plus connu sous le nom de Triple H, ou de son nom actuel, Paul Levesque, auquel c'est son véritable nom. Je sais que c'est victoire de Ultimate Warrior parce qu'il enterre carrément Triple H, et auquel je ne l'ai pas noté et auquel je vais essayer de noter au plus vite. Donc à tout de suite, encore une fois. Alors, je poursuis. C'est un 3,10 auquel je l'ai cité, et évidemment, il enterre quasiment Triple H. Ensuite, Warrior confronte Goldust, voilà, sans plus. Le retour d'Ultimate Warrior lors de Monday Night Raw, lors du 8 avril 1986. Une interview avec Monsieur McMahon et Jerry Lawler et Ultimate Warrior justement, auquel il porte une casquette sur la tête, Ultimate Warrior, et il se prend un portrait de lui-même en forme de vitre bien sûr, en forme de cadre, qui se le reçoit en pleine tête. Donc c'est Lawler qui a fait ça au Warrior. Donc c'était déroulé le 10 juin 1986. Ensuite il affronte Jerry Lawler lors du King of the Ring 1996. Le 23 justement, plus précisément en juin. Et auquel... Où est-ce que t'es, toi? J'ai du mal à te trouver. 3,10 également. 3,10. Et pour quel motif? Bah parce qu'il a gagné, tout simplement. Voilà tout, j'ai pas d'autre explication. Going to WCW, donc il rejoint la WCW, auquel il fait ses débuts officiels pour interrompre Hollywood Hulk Hogan à Monday Nitro le 17 août 1988 pour faire une promo et de le challenger. Voilà, classique. Répulsif et Ultimate Warrior promo lors de Nitro 26 octobre 1988 et The Right Story. Donc voilà, je voulais pas trop rentrer les détails, si ce n'est que voilà, c'était tout pour les matchs du Warrior pour Ultimate Collection. Maintenant, je termine avec... Ah oui, je vous ai pas montré l'arrière, mais voilà. Donc celui-là, il dure 7h06, et que c'est en anglais. En revanche, l'autre que je possède, je crois qu'il fait 2 heures ou 3 heures et quelques de Self of Destruction. Et du celui de Always Believe, donc toujours y croire, on va dire ça comme ça. C'est 7h12 en anglais et qui était sorti en 2015. Voilà, comme ça je vous montre les affiches. Maintenant le dernier pour les matchs. Je sais pas si je vais réussir à aller très vite, mais voilà. Lors du WCCW le 25 juillet 1986, lors d'un match handicap de 2 contre 1, auquel Dingo Warrior bat Perry Jackson et Chico Cabello. Alors, si je me trouve bien, c'est lui qui les bat et que c'est un 3. Ensuite, toujours sous le nom de Dingo Warrior, mais 2 juin 1987 à WCW. Ok, il affronte Big Bear, Collie. Ouais, Collie. C'est un 2,80. Ensuite, il affronte, mais cette fois-ci lors du Madison Square Garden le 24 novembre 1987, auquel il affronte, à ce qui paraît, un Français qui vient de Paris, Frenchy Martin ou Martin. Ouais, donc je le dis, le bas direct parce que c'est exactement le cas. 2,50. Là maintenant, à Wrestling Challenge le 29 novembre 1987, il affronte Brian Costello. Donc il affronte et il le bat. Et que c'est un 2,70 ou 70.
À Philadelphie, Pennsylvanie, le 5 décembre 1987, il affronte Mark Sharp et auquel il le bat. Mark Sharp, la note globale 2,40. Ensuite, il affronte lors du Wrestling Challenge 8 mai 1988 The Conquistador numéro 1. 2,50 également, parce qu'il le bat. Boston, Massachusetts, le 10 octobre 1988. Pour le titre intercontinental, il affronte et il bat Okitonkman. Et je crois que c'est victoire par disqualification. Parce que, voilà, ils ont utilisé une guitare ou le mégaphone de Jimmy Hart. Et que c'est 3,40. Là, c'est Meadowland Arena. Lors du 8 mai 1989 pour le titre intercontinental où il affronte une nouvelle fois The Ravishing Rick Rude et que c'est 3,5. Cette fois-ci c'est 3,5, je me suis pas trompé. Madison le 6 juin 1989 auquel il fait équipe avec The Axarm Jim Duggan qui était devenu roi, je savais même pas qu'il était roi, Jim Duggan, contre The Ravishing Rick Rude, André le Géant. Et que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est victoire de, justement de Warrior et Jim Duggan. Et que c'est 3,20. Là, lors du Wrestling Challenge du 24 septembre 1989, il affronte John Weiss. Et il le bat. Et que c'est... la note globale, s'il vous plaît. 2,5. Là, il affronte André le Géant pour le titre intercontinental lors de Maple Leaf Wrestling, le 29 octobre 1989. Toujours du côté de la WWE, bien sûr. Hein, parce que je sais que la structure Maple Leaf Wrestling, c'est au Canada, mais c'est pas l'officiel. Hein, auquel il bat André le Géant, mais par disqualification, vu comment le Géant s'est fait disqualifier exprès, je crois, avec Bobby Heenan. Là, lors du 11 mars 1990, il affronte The Brooklyn Brawler et c'est 2,10. Là, pour le titre de la WWE au Saturday Night Main Event le 28 avril. Ah, j'arrive pas à articuler. Le 28 avril 1990, où il affronte Haku et il le bat Haku. Donc voilà. 3,20. Et je sais que c'est un des pères adoptifs de Tamatonga et de Tongaloa, si je dis pas de conneries, et Ikoleo. Encore au Saturday Night Main Event le 27 avril 1991, auquel il affronte le Sergent Slaughter. Et c'est 3,20 aussi également. Là, il affronte The Model Rick Martel lors du 28 avril 1991, pardonnez-moi. Je crois qu'il utilise son déodorant. Non, c'est pas ça. Non, je crois que je dis une connerie. C'est avec Piper, ça. Mais il bat Rick Martel et que c'est un 3,40. Là, maintenant, lors du Superstar du 18 mai 1991, il affronte Smash et il le bat Smash. Voilà, clair et net, 3,10. Ensuite, lors du 2 mai 1992, il bat Skinner. Oui, le gars s'est tiré d'un Simpson, il s'appelle Skinner, et pourtant c'est pas un paysan tout dégueulasse. Donc 2,90. Là maintenant, 19 mai 1992, il affronte Papa Shango et il bat Papa Shango, vu comment il a essayé de le posséder. Donc voilà, 3,20. Et je sais que Papa Shango, c'est Savio Vega, voilà. Voilà, je vais pas courir aux rumeurs, c'est lui, le fameux Savio Vega. Là, c'est Spectacular SummerSlam, et pourtant j'avais jamais entendu parler de ce show-là, même si ça fait pas partie de SummerSlam. Lors du 23 août 1992, auquel il fait équipe avec Macho Man Randy Savage, donc les Ultimate Maniacs, auquel ils affrontent les Nasty Boys, donc Brian Knobbs et Jerry Sage, et que c'est 3,5. Ensuite, il affronte lors du 28
29 avril à Raw 1996 ou 96. Le docteur Isaac Yankin, DDS. Bon, je vais le dire tout clair et net, c'était l'une des gimmicks les plus horribles de Kane. Voilà. Et auquel il bat Kane. Et que c'est 2,40 parce que j'ai pas forcément bien aimé. Voilà. Ensuite, à Raw, le 8 juillet 1996, où auquel il bat Owen Hart. Et à la fin, ben, il se fait, on va dire, Vader bombé par Vader, vu comment il avait besoin de l'aide de British Bulldog, et justement de lui, quoi, de Vader. Et voilà comment ça s'arrête avec les matchs. Mais, vu comment c'est un 3,60, voilà, je peux m'arrêter là. Mais, pas forcément, vu comment je vais parler un petit peu de la promo qui s'était déroulée lors de Raw le 7 avril 2014, auquel il nous explique Will Run Forever, donc sa fameuse promo, auquel on le voit enfiler sa veste de l'époque, enfin, entre guillemets de la veste de l'époque, et vu comment il n'a pas su se peindre le visage, eh bien, il porte un genre de petit masque en petit carton. Pourtant, je pourrais vous dire l'anecdote avec Ultimate Warrior, c'est qu'il était à la NWE lors d'une compagnie, je crois que c'était suisse-italien, mais qu'ils étaient en tournée en Espagne et auquel il était en rivalité face à Orlando Jordan. Il battait Orlando Jordan pour devenir le nouveau champion du monde de la NWE. Eh ben pourtant, il rendait le titre vacant, alors que je me dis, mais c'est pas logique, tu viens de remporter le titre du monde de la NWE et tu te dis que tu abandonnes. C'est pas logique. Et du coup, je m'étais dit, ben, autant ça, j'aurais préféré que ce soit Orlando Jordan qui le battait plutôt que l'inverse. Mais bon, vu comment. Il avait quand même un sacré ego, il voulait pas perdre, hein. Il voulait pas perdre le Warrior. Et du coup, ben, voilà, ça c'était pour l'anecdote auquel il m'avait un peu déçu. Et pendant cette promo-là, ben, on ignorait que ce serait la dernière fois auquel on verrait Ultimate Warrior, parce que ça me semblait vraiment irréel. Donc, la promo fut, on va dire, un peu émouvant. Comme son intronisation au Hall of Fame, auquel il a fait un long monologue, mais peut-être qu'il voulait, on va dire, se réconcilier avec la WWE sous une bonne note. Et du coup, ben, voilà comment le deal est passé. Voilà, le deal est passé. Et maintenant, ben, l'eau a coulé sous les ponts. Et vu comment, certes, il n'est plus en vie, mais quelque part au ciel, ben, j'espère que il est bien là où il est. Bon, après, je m'égare, mais je me dis, certes, Ultimate Warrior n'est pas, on va dire, certes, une bonne personne. Je suis d'accord. Il n'a jamais été une très très bonne personne. Mais il faut reconnaître, grâce à des gens comme lui, que ce soit Macho Man, Hulk Hogan, et aussi, bien sûr, à Vince McMahon, qu'on doit quand même un peu beaucoup à lui, euh, jamais de ces gars-là, le catch n'aurait autant été populaire qu'à l'époque. Jamais. Et ça, bien sûr, c'est ce que la nouvelle génération ne comprend pas toujours forcément. Donc il y en a qui ne comprennent pas toujours, mais pourtant c'est quelque chose auquel il ne faut pas oublier. Certes, avec le temps, ils deviennent des piètres ordures, mais pas tout autant que ça. Donc ça, c'est un peu la morale à cette histoire que je voulais dire. Certes, c'est pas une bonne personne, mais c'est loin d'être le plus mauvais au monde, hein. Faut pas trop exagérer non plus. Mais voilà. Peu importe ses déclarations, peu importe ses matchs pourraves, il fait quand même partie des grands catcheurs, qu'on le veuille ou non. Un peu comme Hulk Hogan, Savage, et j'en passe, hein, j'en passe des noms. Mais bon, vu comment j'ai parlé de Ultimate Warrior, maintenant il s'agit d'un autre compère à Ultimate Warrior. Je parle bien sûr du Matchman Randy Savage, auquel je vais m'y mettre à visionner et faire double review, parce que là ça en fait triple review avec tout ça. Mais bon, ça ce seront des vidéos à venir.
et auquel je conclus. Bon, le documentaire, les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble, 4,60. Clair et net. Et auquel je conclus directement. C'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Bref, vous avez compris, je m'arrête ici.